Aucun professionnel de santé n'est à l'abri d'un contrôle de son activité et disons-le tout net, la fraude n'est pas que l'apanage de quelques escrocs et sont concernés ceux qui de toute bonne foi commettent des erreurs de prescription, d'ordonnance et de facturation. Alors, que faire? Une première information est de taille. Le contrôle de votre activité peut déboucher sur plusieurs procédures. Le plus souvent, elle sera financière. Remboursement d'actes et de pénalités, et elle peut aussi entraîner une suspension temporaire du droit à dépassement ou un déconventionnement. Mais la procédure peut être aussi ordinale, avec une sanction d'avertissement, voire d'interdiction d'exercer. Et enfin, dans les cas les plus graves, il peut y avoir des poursuites devant le tribunal correctionnel, avec une condamnation à des amendes ou à des peines de prison. Alors comment s'y retrouver? Eh bien, tout d'abord en étant très attentif à la qualification qui sera retenue et qui sera essentielle pour la suite. On distingue les fautes, et on entend par faute un fait ou un acte irrégulier non intentionnel. L'exemple typique est celui de l'erreur de cotation, et elles peuvent donner lieu à un recouvrement de l'indu, voire à des pénalités financières. Ensuite, il y a les abus. Il s'agit cette fois de l'usage excessif d'un droit. Ainsi en est-il de radios non justifiées, de consultations considérées comme non nécessaires aux soins. La frontière entre la faute et l'abus est mouvante, subjective et dépend de l'appréciation des contrôleurs. Ces conséquences sont importantes puisque cela peut donner lieu à des poursuites ordinales, voire pénales. Enfin, troisième catégorie, la fraude. Parmi les principales, citons les facturations d'actes fictifs, les certificats de complaisance. Nous montons d'un degré dans la gravité avec le risque pénal et une qualification en réalité de faux, usage de faux, d'escroquerie. Et en cas de suspension de fraude, les agents de la caisse disposent d'un pouvoir d'inquisition, et le mot n'est pas trop fort. Ils peuvent enquêter sans que la personne visée par le contrôle en soit informée, obtenir la communication de nombreux documents sans que puisse leur être opposé le secret médical, ils peuvent procéder à l'audition des patients, et le dossier peut être directement transmis au procureur. Le professionnel n'en aura alors connaissance le plus souvent que dans le cadre d'une garde à vue. Mettons-nous dans la tête que cette qualification sera très difficilement contestable une fois convoquée devant le tribunal. Alors nos conseils. 2 choses. Petit 1. Il importe, dès connaissance de l'avis adressé par le service médical au début du contrôle d'activité, de constituer son dossier en reprenant les actes, en recherchant les pièces, les prescriptions, bref. Il faut prendre le contrôle au sérieux et sans attendre la notification du contrôle. Petit 2. Il convient également d'être attentif à la nature du contrôle. Au contrôle médical peut se juxtaposer un contrôle administratif. Eh oui, le contrôle médical, lui, est encadré par la réglementation et réalisé par des médecins conseils, alors que le contrôle administratif trouve sa source unique dans quoi? Dans la charte du contrôle de l'activité. Ces 2 types de contrôle n'ont donc pas du tout les mêmes règles et surtout les mêmes garanties procédurales. Il est donc indispensable de déterminer très vite la nature du contrôle et ainsi de pouvoir déterminer les droits dont dispose ou ne dispose pas le professionnel. En conclusion, retenons que le contrôle de l'activité n'est pas un acte anodin et qu'il faut s'en préoccuper aussitôt. Bien comprendre les procédures mises en œuvre, apporter les éléments nécessaires à sa défense. Et ne l'oublions pas, un professionnel averti en vaut 2.